Vous regardez TV5 Monde, ravi de vous retrouver à la une de 64 minutes. Où est l'aviateur américain porté disparu depuis que son avion a été abattu en Iran? Téhéran et Washington cherchent à le retrouver. Un autre appareil américain s'est écrasé près du détroit d'Ormuz. Décryptage à suivre de Guillaume Ancel, ancien haut gradé français. Et nous reviendrons aussi sur cette frappe qui a touché la centrale iranienne de Boucher. Ce sera avec notre correspondant, Siavosh Ghazi. La guerre en Ukraine est sortie des radars médiatiques, mais l'offensive russe se poursuit de jour comme de nuit. Au moins 16 morts, rien que pour la journée de vendredi. Parmi les cibles visées aujourd'hui, un marché de Nikopol. 6 personnes ont péri. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Les mines antipersonnelles font leur retour. L'Ukraine s'est retirée de la convention d'Ottawa qui les interdit. D'autres pays européens ont fait de même. Handicap International se mobilise. Nous verrons comment avec Anne Herry, sa directrice du plaidoyer. On vous emmène aussi en Guyane avec l'Opéra de Paris. Cette grande maison classique part à la rencontre des artistes de ce territoire français. Et ce chorégraphe Samuel Fagna présente Yana Abasti avec sa compagnie Jeunes sans limite. On revient sur ce très beau projet dans notre rendez-vous culture. Guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, mais que fait la diplomatie? Est-ce une mission impossible? On en débat avec mes invités dans la seconde partie de ce journal. Donald Trump donne 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avant, je cite, de déchaîner les enfers sur eux. Un délai qui renvoie à son ultimatum fixé au 6 avril. Mais depuis, un pilote américain est porté disparu en Iran. Son avion a été abattu. Qui de Téhéran ou de Washington le retrouvera? On fait le point avec Darek Aling Lopi. Il est toujours activement recherché. 24 heures après avoir dû s'éjecter en plein vol au-dessus du territoire iranien, l'aviateur américain est introuvable. Ces débris, présentés comme ceux de l'avion de chasse F-15 abattu, sont largement diffusés par la chaîne d'État iranienne. Un autre appareil, un A-10, a été touché, son occupant exfiltré. Alors une véritable course contre la montre est donc enclenchée par Washington pour retrouver le pilote du F-15 avant Téhéran. Notamment grâce à ces hélicoptères volant à basse altitude, pris pour cible par la police locale. Car pour l'armée américaine, le temps presse, le régime iranien a envoyé des hommes pour le capturer. Le territoire est entièrement ratissé et la population appelée à participer à la traque. Chers habitants, si vous capturez un ou plusieurs pilotes ennemis et que vous les remettez vivants aux forces armées et aux forces de l'ordre, vous recevrez une récompense appropriée. Une rétribution qui pourrait être plus de 100 fois supérieure au revenu moyen iranien. La capture du soldat américain serait une prise de guerre inestimable pour l'Iran et le symbole d'une défaite tactique pour les États-Unis. Alors silence radio du côté de Washington. Ni Pete Hegseth, ministre de la Guerre, ni Donald Trump ne se sont exprimés. La Maison-Blanche s'est contentée d'indiquer que le président américain avait été informé de la perte d'un appareil dans le sud-ouest de l'Iran. Donald Trump ne peut pas se payer le luxe d'un revers alors que l'opinion publique américaine est hostile à cette intervention au Moyen-Orient. Le chef de l'État a lancé un ultimatum à l'Iran, 48 heures pour conclure un accord avant sinon de déchaîner les enfers. Depuis le début de la guerre, il y a 6 semaines, 13 soldats américains ont péri au Koweït, en Irak et en Arabie Saoudite. Nous sommes en direct avec Guillaume Ancel. Bonsoir, vous avez été officier en France. Vous êtes auteur de petites leçons sur la guerre et aussi du blog de Pas subir. Des militaires aguerris formés à ce type de situation. S'il est encore en vie, ce soldat, ce pilote américain, est-ce qu'il peut tenir longtemps? Non, malheureusement, pas très longtemps. Et c'est bien là le problème. En fait, dans cet équipage de F-5, il y avait 2 personnes, un pilote et un officier système d'armes. Ce sont des pointures dans le domaine aéronautique, mais par contre, ce ne sont pas des combattants entraînés à survivre en milieu hostile. D'autant qu'il a été obligé de s'éjecter, ils ont été obligés de s'éjecter tous les 2. Il faut imaginer, c'est l'équivalent d'avoir une fusée sous les fesses. Donc le choc est assez rude. Après, ils sont suspendus à un parachute, donc ils se prennent un deuxième choc, parce qu'ils ne sont pas très entraînés à faire du parachutisme, ce n'est pas tout à fait leur activité principale, et ils sont surtout très stressés parce qu'ils n'ont sur eux comme équipement que ce qu'ils peuvent emporter dans la combinaison de vol. Donc il faut imaginer que cet homme ou cette femme
un pistolet automatique, un peu d'eau, un peu de nourriture lyophilisée, un GPS et une balise. C'est à peu près tout. Donc, il n'y a pas de quoi soutenir un siège. Et il est forcément très stressé. Il a essayé de se planquer. On espère qu'il n'a pas été, meurtri, qu'il ne s'est pas blessé pendant cette phase d'éjection et puis d'atterrissage au sol. Et évidemment, maintenant, le point, c'est que tout le monde va essayer soit de le récupérer, soit de le capturer. Mais il y a bien Donc, des plus systèmes... le temps passe, Mais il y a bien des systèmes, Guillaume, pour le repérer, des balises. Les opérations de secours ont lieu en ce moment même. Elles sont menées par l'armée américaine. oui, il y a une balise automatique qui se déclenche sur son siège. Et ça, les Américains ont tout de suite l'information de ça y est, il y a un pilote qui s'est éjecté. Et puis sur lui, il a une balise, mais qu'il n'active qu'à certains moments pour éviter d'être repéré par les Iraniens. Parce que le problème de ces balises, c'est qu'elles émettent. Et par conséquent, c'est un peu comme si vous aviez un gyrophare sur la tête. Donc il va émettre qu'à des moments très particuliers. Il va peut-être d'ailleurs demander des indications, s'il le peut, par la radio, pour savoir où est-ce qu'il doit aller pour qu'une équipe des forces spéciales vienne l'extraire. Le problème, c'est que plus le temps passe, et maintenant ça fait plus de 24 heures, et plus les Iraniens vont saturer cette zone de soldats en armes pour essayer bien sûr de le capturer lui, mais surtout d'infliger des pertes importantes aux missions de récupération. Donc les risques liés à une opération de sauvetage augmentent d'heure en heure, un peu comme dans un incendie, où il faut faire très vite, sinon ça s'étend extrêmement rapidement. Et ça serait une Donc prise... maintenant, on arrive dans le timing très délicat pour l'opération de récupération. Et ce serait une prise très importante pour les Iraniens de faire prisonnier un pilote américain. Alors, c'est là le point le plus étonnant, c'est qu'il y a une symbolique autour du pilote, un pilote américain, vous voyez, le héros de la nation, le guerrier que vante Donald Trump, qui serait capturé par les Iraniens, ce serait catastrophique. Autant le fait qu'un F-15 ait été abattu, au fond, n'est pas très important. Il y a eu plus de 20 000 frappes. Le niveau des pertes de la coalition américano-israélienne reste plutôt faible. Mais le fait qu'un pilote puisse être capturé, ce serait terrible. On se souvient que Donald Trump a été élu sur la promesse de No American Boots on the Ground, pas de soldats américains sur des territoires hostiles. Or là, c'est un pilote américain qui est perdu en territoire hostile à ce stade. Merci Guillaume Ancel d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde. Et pour en savoir plus, je renvoie à votre blog Ne pas subir. L'Iran qui a encore été bombardé ce samedi. Une frappe américano-israélienne a touché le secteur de la centrale nucléaire de Boucher. C'est dans le sud du pays. Un agent de sécurité est mort. C'est la 4e fois que ce site est ciblé. Le chef de la diplomatie iranienne met en garde contre d'autres attaques, mettant en avant des risques radioactifs. Pour l'heure, ce n'est pas le cas selon l'AIEA. 198 employés ont été évacués par la Russie. Et on retrouve en direct de Téhéran notre correspondant, Siavosh Ghazi. Vous vivez au rythme des bombardements, évidemment. Je crois que la journée d'hier a été extrêmement difficile. Oui, surtout la nuit d'hier, vers 23h30, il y a eu une dizaine de frappes autour de chez moi, de mon immeuble, des frappes avec des bombes GBU, sans doute au moins 2 ou 3 bombes GBU, donc des bombes très très puissantes qui ont frappé une zone à 2 kilomètres de l'endroit où je me trouve. Et donc, ce qui a fait que tous les habitants de l'immeuble, on est tous descendus dans le parking. On n'a pas d'abri, bien sûr, ici. Et ça a été particulièrement intense, beaucoup de frayeur. Ce matin, je me suis rendu dans le petit bazar de Téhéran, qui est juste à côté de chez moi. Et là, des employés, des marchands du bazar qui habitent dans ce coin, qui a été frappé la nuit dernière, racontaient que donc, il y avait eu beaucoup de destruction, entre 200 et 300 voitures complètement détruites par ces frappes. Il y a une base des gardiens de la Révolution dans cet endroit-là, mais il y a aussi de nombreuses maisons résidentielles qui ont été soufflées par les frappes. 200 voitures, 200 ou 300 voitures, les vitres qui ont volé en éclats dans ce quartier très résidentiel ancien, qui a été durement frappé la nuit dernière. Ce matin, ça a été
depuis ce matin, la situation est plutôt calme. Il y a eu deux frappes ce matin, mais en revanche, dans le sud de l'Iran, il y a eu une série de frappes contre la centrale de Boucher, mais pas sur la tranche de la centrale qui est en activité, mais sur des bâtiments apparemment administratifs, mais surtout des attaques contre 6 sites de pétrochimie, d'installations pétrochimiques. L'incendie dans ces sites ont été maîtrisés. Et l'Iran a répliqué en attaquant donc Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, notamment en Israël, la région de Haïfa, mais aussi donc une frappe, selon Téhéran, contre le ministère israélien de la guerre, une frappe directe par un missile qui a été menée dans l'après-midi. Siavash Ghazi en direct de Téhéran, merci. Et effectivement, plusieurs explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem après la détection de missiles tirés par l'Iran. Israël qui appelle les habitants de Tyr au Liban à évacuer. Un hôpital de cette ville côtière du sud du pays a déjà été endommagé par 2 frappes. Ce sont des bâtiments situés à proximité qui étaient visés. 11 personnes ont été blessées, dont 3 secouristes, selon le ministère libanais de la Santé. Des frappes qui se poursuivent aussi en Ukraine cette fois. Ce matin, un drone a touché un marché de Nikopol. Il y a au moins 6 morts et des dizaines de blessés. Hier, vendredi, au moins 16 personnes sont mortes après une attaque aérienne russe. Les précisions de Luc Hurtel. L'Ukraine, à nouveau ravagée par les attaques aériennes russes. Ici à Korosten, c'est tout un quartier qui vient d'être anéanti ce vendredi. Une personne a été tuée, une femme de 70 ans. Et il y a quelques blessés, mais pas en grand nombre. Dieu merci, les enfants étaient à l'école à ce moment-là. 2 enfants et 4 adultes sont actuellement hospitalisés. Une guerre d'usure qui dure depuis plus de 4 ans et repose désormais essentiellement sur l'emploi de drones suicides Shahed 136 de conception iranienne et produits massivement par la Russie. Ces dernières 48 heures, la capitale et une grande partie du territoire ukrainien ont été la cible de ces engins. De jour comme de nuit, les services de sécurité sont mobilisés pour sauver tout ce qui peut l'être. Comme ce chien coincé dans les décombres d'une maison en feu, non loin de la ligne de front dans le Donbass. Ça va, je vais te sortir de là. Tiens, bois un peu d'eau. Selon Kiev, le bilan des frappes russes s'élève à au moins 16 morts pour la seule journée de vendredi. Une vie des civils au rythme des bombes. À Zaporijjia, au sud de l'Ukraine, cette maternité reste ouverte malgré les attaques. Et quand est posée la question de l'avenir de ses enfants, cette jeune maman ne s'autorise pas encore à rêver. Quand la guerre sera finie, nous les élèverons, nous les inscrirons dans différentes écoles et nous prendrons soin d'eux, bien sûr. Mais les rêves sont encore loin, car la guerre est la guerre. De son côté, le président ukrainien a déclaré hier avoir invité les émissaires américains pour relancer les pourparlers de paix avec la Russie, au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Et pour ne rien arranger, les mines antipersonnelles font leur retour sur le champ de bataille. Le traité d'Ottawa avait pourtant permis de lutter contre, mais elles reviennent en force. En 2024, les mines et les restes explosifs ont fait 6279 victimes dans le monde, un chiffre qui a presque doublé en une dizaine d'années. Handicap International se mobilise. Bonsoir Anéry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du plaidoyer et des relations institutionnelles. Votre ONG avait reçu le prix Nobel pour avoir mené ce combat. C'était en 1997. Aujourd'hui, vous vous inquiétez, vous vous mobilisez encore une fois. Vous dénoncez une marche arrière inquiétante. C'est une marche arrière absolue, un recul inédit. On voit des décennies de progrès qui sont remis en cause par ce retour des mines antipersonnelles, avec une utilisation intensive dans le conflit ukrainien, mais aussi avec 5 États européens qui se retirent du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Mais des pays qui sont proches de cette guerre en Ukraine, puisqu'on parle de la Pologne, des pays baltes, la Finlande. Est-ce que vous y voyez un lien de cause à effet ? Alors, c'est le motif sécuritaire qui est invoqué et ce sont des motifs légitimes. Simplement, la mine antipersonnelle n'est pas la bonne réponse parce que les mines antipersonnelles, c'est une arme qui menace essentiellement les civils. 90% des victimes en 2024 étaient des civils. Et on le voit, c'est une arme qui menace, qui contamine les sols des décennies encore après les conflits.
Donc la mine antipersonnel, c'est la première menace contre les populations civiles. Alors on va y revenir et vous allez aussi nous expliquer comment votre ONG a décidé de sensibiliser, de mobiliser. Mais d'abord, en ce 4 avril, qui est la journée internationale de sensibilisation et de lutte contre les mines antipersonnelles, eh bien nous allons aller au Cambodge, qui lui a malheureusement vécu avec ces mines. Et il y a eu donc l'inauguration de la première statue au monde dédiée à un détecteur de mines, un héros à l'apparence surprenante, comme nous le montre Anton Bordes. Pendant plusieurs jours, des artistes cambodgiens ont œuvré sur la pierre locale pour rendre hommage à un héros. Magawa, c'est son nom, a contribué au déminage de plus de 140 000 mètres carrés de terrain. Voici à quoi ressemblait Magawa. Sora, natif de Tanzanie, a sauvé ici, au Cambodge, des centaines de vies. Cet animal, détecteur de mines, décédé il y a 2 ans, avait été récompensé pour sa bravoure. L'efficacité du rat est exceptionnelle puisqu'il peut déminer une zone de la taille d'un terrain de tennis en 30 minutes, alors que l'opération prendrait 4 jours à un humain équipé d'un détecteur de métaux. Magawa et ses collègues rongeurs sont trop légers pour déclencher des mines. Cela fait d'eux les employés les plus performants, entraînés par l'ONG belge Apopo. Ce monument rappelle à la communauté internationale qu'il reste encore du travail à accomplir ici. Le Cambodge s'est fixé pour objectif d'être débarrassé de ces mines d'ici 2030 et tant que nous bénéficierons du soutien et du financement de nos donateurs, nous resterons au Cambodge aussi longtemps que possible. Au Cambodge, les guerres passées ont laissé 3 millions de mines antipersonnelles enfouies dans le sol. Ces engins continuent chaque année de faire des dizaines de victimes, des morts et des blessés. Et nous sommes toujours avec Anne Herry, donc de Handicap International. Le Cambodge qui a durement souffert. Vous évoquiez l'Ukraine, la Syrie aussi. À chaque fois, les mêmes causes et les mêmes conséquences. Voilà, la Syrie, pareil, la fin du conflit, les familles, les communautés reviennent chez elles et c'est là qu'il y a des accidents dans les ruines des maisons, dans les champs que les agriculteurs veulent cultiver. Donc vraiment, une arme extrêmement dévastatrice pour les civils. Et aujourd'hui, nous avons voulu mobiliser. On ne peut pas baisser les bras. Il y a 30 ans, le prix Nobel a été attribué au traité d'interdiction, à l'interdiction des mines. Donc nous avons voulu lancer une campagne très forte symboliquement. Et vous avez apporté justement, voilà. alors vous allez nous expliquer comment vous comptez sensibiliser, mobiliser les dirigeants européens en première ligne. En première ligne, mais pas que. Donc nous avons façonné une réplique agrandie du prix Nobel et nous l'avons fragmenté pour symboliser justement le traité, l'interdiction des mines qui se fragilise. Et nous allons envoyer ces fragments à une trentaine de chefs d'État, les 5 pays qui se retirent du traité, bien entendu, mais aussi les pays qui utilisent des mines et aussi les autres États partis au traité. Alors, est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, voilà, le rédacteur en chef nous demande, effectivement, on ne le voit pas très bien, et voilà, c'est un fragment c'est un fragment, donc un fragment de la médaille du prix Nobel, qui, voilà, c'est un fragment que nous allons envoyer, et c'est un message politique fort. Nous demandons à tous les États partis de poser des gestes politiques forts pour restaurer l'intégrité du prix Nobel, restaurer l'intégrité de l'interdiction des mines, en encourageant les pays qui se retirent à revenir dans le traité et en condamnant toute utilisation des mines antipersonnelles. Voilà, ce traité d'Ottawa, effectivement, 161 États signataires. Vous rappelez les conséquences dramatiques pour les populations, pour l'écologie aussi, puisque les champs sont effectivement truffés de mines. Il y a aussi un point de vue tactique. Alors ça, c'est peut-être aussi pour convaincre, parce que d'un point de vue militaire, vous nous dites, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ou alors, c'est pas si efficace que ça. En fait, les mines antipersonnelles n'arrêteront jamais une armée déterminée. Encore plus aujourd'hui avec les moyens technologiques modernes, de drones, de capteurs, les mines antipersonnelles sont encore moins utiles que jamais militairement. Et surtout, l'utilité militaire extrêmement limitée, elle est à mettre en regard de l'énorme coût humain, les dévastations qui, en droit international humanitaire, doivent être prises en compte quand on décide d'utiliser une arme. Donc, intrinsèquement, par sa nature, la mine antipersonnelle est contraire au droit international humanitaire. Merci Anne Herry d'avoir accepté notre invitation pour effectivement alerter sur ces mines antipersonnelles. Le sud de la Californie, une nouvelle fois en proie aux flammes. L'incendie de Springs s'est déclaré dans le comté de Riverside, près de la ville de Moreno Valley. Il y a beaucoup de vent, ce qui inquiète les autorités locales. Des alertes d'évacuation sont en cours.
Plus réjouissant, cette vue imprenable sur notre planète Terre, un cliché dévoilé par la NASA et capturé par l'équipage d'Artemis 2. Ils poursuivent leur trajectoire vers la Lune, une première depuis plus de 54 ans. Et on peut voir sur cette image des aurores et une rare lumière zodiacale. Je vous demande de me croire sur parole. C'est l'info en plus de 64 minutes. C'est carré, le média réseaux sociaux de TV5 Monde vous propose cette semaine d'aller à la rencontre d'Ousmane, jeune champion sénégalais de Wushu. C'est un art martial asiatique. Il représentera son pays en tant que capitaine lors des prochains Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar. C'est la vie et c'est avec Ousmane. Il y a des athlètes qui ont décroché des médailles d'or ici, des médailles d'or champions d'Afrique. Et finalement, ils ont arrêté le wushu pour soutenir leur famille. Ousmane est un jeune homme sénégalais âgé de 27 ans qui alterne entre sa passion et sa profession. Avec un quotidien plutôt chargé, mais ça ne fait rien car il est déterminé à réussir afin de pouvoir réaliser son rêve. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Ousmane afin de découvrir son histoire. Salut, c'est Ousmane Gueye, international sénégalaise, capitaine de l'équipe nationale de Kung Fu, ambassadeur des Jeux Olympiques Dakar 2026, soudeur métallique. Je m'entraîne et je travaille. Puis on se lève tôt à préparer, on prend nos petits déjeuners, on prie et on va au travail. C'est un peu compliqué pour le développement du wushu. Si on compte sur les sports, la vie devient dure. Donc c'est pour ça qu'on mélange les entraînements, le wushu et le métier. C'est dur de mélanger les deux parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 2 ans. Je vis avec mon père et quelques de mes frères. À l'avenir, si les sports ne paye pas, on risque d'arrêter le sport et concentrer dans le métier. Mais si le wushu paye, on va arrêter le métier pour juste concentrer dans le sport. Et ça, c'est ce qu'on rêve, quoi. J'ai vu un ami qui pratiquait le wushu. Il m'a poussé aussi de le pratiquer avec lui. La première chose que j'ai aimé, c'est les techniques d'acrobatie. Je voyais des films comme Jackie Chan. C'est cela qui m'a poussé de devenir un champion et de prendre aussi des risques pour faire ça. Récemment, en novembre, je devais aller en Chine, mais à cause des problèmes de visa, c'est pour ça que ça est tombé à l'eau. J'ai loupé 2 championnats du monde, 2. Au dernier moment, on te dit que non, on ne participera pas. Tu visionnes les vidéos, tu vois ton nom dans l'écran. C'est vraiment dur. J'ai des rêves. J'ai beaucoup ce rêve de devenir un champion du monde. Ça me rend fier et ça me rend heureux d'être l'ambassadeur des Jeux Olympiques de la jeunesse pour le continent africain. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à C'est Carré. À quoi sert la diplomatie? Est-ce qu'elle peut mettre fin aux guerres? On en débat avec 2 anciens ambassadeurs français. C'est juste après Terrienne et son invité, une chef afro-végane, Charlotte Polifonte, plus connue sous le nom de mangeuse d'herbes. Restez avec nous sur TV5 Monde.